Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Buzz TV. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Je suis accompagnée aujourd'hui par Mathilde Sefer. Bonjour Mathilde. Salut Sarah. Ça va bien? Ça va super, ouais. Eh bien, à seulement 30 ans, notre invité du jour est peut-être le futur gagnant de Top Chef. Vous le suivez depuis une dizaine de semaines sur M6. Il s'apprête à vivre sa dernière épreuve dans un grand palace parisien. On en parle tout de suite dans l'interview du Buzz TV. Jorik d'Aurignac, je me trompe pas. Bonjour, bienvenue. Merci. Bonjour. Vous faites donc partie des deux derniers candidats encore en lice dans la saison 15 de Top Chef qui est actuellement diffusée sur M6. C'est tous les mercredis. Vous affronterez ce mercredi soir Clotaire Poirier, l'autre finaliste, au Georges V à Paris, avec comme défi, comme chaque année, de réaliser un grand menu gastronomique, entrée, plat, dessert, pour 100 bénévoles de la Croix-Rouge et pour le jury, évidemment. Alors, c'est une séquence qui a déjà été tournée, il faut quand même le préciser aux téléspectateurs. Et la cérémonie des couteaux aussi, si je ne me trompe pas. Tout a été tourné. Où le vainqueur est désigné. Donc, vous savez tout, en fait. Vous savez le... Je sais tout. Attention à ce que vous allez dire aujourd'hui. Attention. Alors, on va revenir, bien sûr, Jorik, sur votre parcours, sur votre arrivée dans le concours. Mais d'abord, dans quel état d'esprit vous vous sentiez juste avant l'épreuve finale au Georges V? Alors, pour tout avouer, je crois qu'avec Clotaire, on raconte souvent la même chose. On n'a pas vécu cette finale de la façon dont les gens l'ont pensé. Ouais. C'est-à-dire que pour nous, la finale, c'était vraiment avec Val. C'était la demi-finale, tous les trois, qu'on avait rêvé pendant ces semaines. Valentin Rafali, demi-finaliste. Exactement. Demi-finaliste avec nous. Et on était tous les trois souvent ensemble, très proches. Et en fait, on a tellement rêvé de ce moment à trois que, si tu veux, la finale, c'était pour nous plus un moyen de retrouver les copains, cuisiner ensemble et dire au revoir aux équipes et à toutes ces semaines de tournage. Et pas de pression, pas de stress. Si, t'as forcément la compétition qui reprend le dessus et l'envie de gagner, etc. Mais on avait vraiment envie de se retrouver, prendre du plaisir à cuisiner pendant ces 10 heures. Ouais. Et alors, quel est selon vous votre point fort dans l'aventure ? Je crois que mon point fort, c'est certainement mon expérience. Forcément, j'ai été un des plus âgés dans la compétition. Pas plus que Clotaire pour le coup, mais j'ai été un des plus âgés. Et je crois que l'expérience, c'est ce qui fait aussi que parfois tu prends un peu plus de recul, tu gères un peu mieux la pression, les épreuves et tu retombes peut-être un peu mieux sur tes pattes. Ouais. Et votre point faible, s'il devait y en avoir un? Et mon point faible, c'est que j'angoisse très très vite et je suis un grand stressé, donc je canalise beaucoup, je le garde à l'intérieur, mais parfois ça peut un peu exploser, quoi. Ouais. Et ceux de votre adversaire, Clotaire, point fort, point faible? Et alors je dirais que pour lui c'est l'inverse, c'est que lui il a aucun stress, mais à toute épreuve tout lui glisse dessus, donc tout va bien. Son point faible, c'est justement ça aussi, c'est peut-être de ne pas comprendre la portée de l'événement et de se dire que la finale c'est à la cool, quoi. Ouais. Alors le concept de la finale, c'est de réaliser un menu complet, comme le disait Sarah, entrée, plat, dessert pour 100 convives et les chefs jugent. Vous êtes parti avec quelle stratégie, du coup, faire simple pour toucher le plus grand nombre de personnes ou faire quelque chose d'audacieux? Pour moi, la finale, c'était vraiment une épreuve à part entière et c'était une épreuve de banquet, un peu comme un mariage, en fait, où quand on invite les gens à son mariage, on a envie que ça plaise au plus grand nombre. Ouais. Vous avez déjà fait un mariage? J'ai déjà fait beaucoup de mariages, je ne me suis pas marié moi. Mais non, mais je veux dire derrière les cuisines. Oui, bien sûr. En cuisine, j'ai déjà fait plusieurs mariages et de toute façon, dans nos métiers, on a l'habitude quand même de faire des grands événements comme ça. Donc forcément, on consensualise un petit peu son menu. En tout cas, moi, j'avais envie d'avoir sur chaque plat un produit ou un intitulé qui parle aux gens et d'amener un peu de folie dans la sauce, la condimentation, etc. Ouais, parce que souvent, ce qui paye dans les finales, enfin ça c'est le temps qu'il l'a dit, c'est souvent les recettes simples et consensuelles. Et finalement, l'audace ne paye pas forcément. Ça, voilà, c'est ça. Mais moi, j'avais envie de ne pas me mentir, j'avais envie de parler au plus grand nombre, parce que c'est ce que j'aime faire aussi dans la vie. Mais j'avais aussi envie d'avoir cette forme de folie et de modernité qui me caractérise aujourd'hui. Ouais. Et vous regardez les saisons précédentes de Top Chef? J'ai regardé au début, et puis après, forcément, notre métier nous empêche un peu. Il nous manque un peu de temps pour regarder Top Chef, mais c'est quelque chose qu'on suit de toute façon de loin. Et vous travaillez dans un restaurant à Paris. Ça aussi, on va en parler dans l'interview du Buzz TV. On va poursuivre la conversation avec vous, Jorik, pour tout comprendre de cette finale et de votre histoire aussi, qui vous a mené jusque-là. Ce sera juste après les news médias de Mathilde Sefer. Mathilde, on commence ces infos médias avec l'arrivée de Cyril Hanouna sur Europe 1. Et bien, c'est dès aujourd'hui. Oui, c'est ce lundi. Le présentateur habituel de Touche pas à mon poste sur C8 se voit hériter d'une nouvelle émission sur Europe 1. Il l'avait annoncé à demi-mot jeudi dernier lors de la dernière émission de la saison. À mon avis, je ne suis pas en vacances avec tout ce qu'il se passe, avait-il déclaré
faisant référence en fait au climat politique et aux élections législatives à venir. C'est donc tout naturellement que son émission sur Europe 1 sera dédiée à l'actualité politique. Il commentera la campagne des élections législatives de 16h à 18h ces 2 prochaines semaines. Vous aimez Cyril Hanouna? Vous êtes client de... Alors pour le coup, vraiment, je suis quelqu'un qui regarde très peu la télé. Ah, vous regardez pas jamais? Très sincèrement, j'ai pas le temps et je préfère, quand j'ai du temps libre, profiter des gens qui me sont chers, de mes amis, de sortir au restaurant, de regarder des séries et de faire... Vous faites quoi d'ailleurs? Un passionné de cuisine comme vous, c'est quoi ses autres passions? Je crois que la cuisine, c'est un peu la boussole de ma vie et tout tourne autour. Mais la cuisine, forcément, se rapproche très rapidement de l'art, du cinéma, de la musique. Donc j'ai beaucoup de points d'ancrage comme ça, artistiques autour de la cuisine et de ma vie. D'ailleurs, on va parler de musique là dans la prochaine news avec c'est les confidences de Céline Dion hier soir sur TF1. Oui, alors c'était un beau coup de TF1. Anne-Claire Coudray s'est envolée vers Las Vegas pour interviewer la chanteuse québécoise. C'était la toute première fois que Céline Dion prenait la parole à la télévision française depuis sa décision de ralentir sa carrière il y a presque 2 ans. Ce choix avait été motivé par l'intensification de son trouble neurologique, le syndrome de la personne raide, qui affecte entre autres ses cordes vocales. Et alors elle a expliqué à la journaliste qu'elle subissait cette maladie depuis plusieurs années, 17 ans. Pour être précise, je cite, « Ça a commencé dans la voix, puis j'ai eu des spasmes en plein concert. Malgré tout ça, elle a annoncé vouloir remonter sur scène, mais sans savoir exactement quand ce serait. » Ouais, alors ça, c'est des pépins de santé, malheureusement, qui peuvent ralentir et voire freiner une carrière. Vous, dans Top Chef, parlons de manière un peu plus légère, est-ce qu'il y a eu des petits accidents, des petits peut-être pépins de santé, un accident de mandoline, ça arrive souvent? Alors oui, je crois, on a pu le voir sur la demi-finale justement, où j'ai une espèce de capote sur le doigt et un gant à un moment donné. Qu'est-ce qui s'était passé? Je désosse un pigeon et forcément avec le stress, la lame du couteau part un peu. On le monte pas vraiment parce qu'on n'a pas le temps de tout monter et de tout montrer. Ah oui. Mais oui, les accidents en cuisine, ça arrive toujours, mais c'est pas bien grave. On vit avec et c'est pas bien grave. Bon, allez, on termine ces infos avec le chiffre du jour, le 40. Oui, c'est le nombre de jours qui restent avant le début des Jeux Olympiques à Paris. Et alors, ces Olympiades devraient compter dans ses rangs un commentateur très spécial. C'est l'acteur et réalisateur Guillaume Canet. Il devrait se charger de commenter les épreuves d'équitation. Il ne sera cependant pas là tous les jours, étant donné qu'il tourne un film en même temps. Ouais, mais c'est un grand cavalier, Guillaume Canet, passionné. Et vous serez à Paris, Jorik, pour les JO. Vous allez peut-être travailler sur des événements. Effectivement, c'est un événement qu'on a envie de vivre. Nous, en tant que restaurateurs, encore plus. Et que sportif, toute mon équipe est sportive et ça fait extrêmement plaisir d'accueillir ces Jeux Olympiques à Paris et puis de voir le monde entier venir dans notre belle ville. Et où vous serez précisément dans votre restaurant? Moi, je serai au restaurant Nezo, dans le 9e arrondissement à Paris. Pas très loin d'ici d'ailleurs. Exactement. Avec Guillaume Sanchez, qui faut préciser, a participé déjà à Top Chef. Donc vous ne serez pas, je sais pas, sur une péniche ou sur des événements particuliers. Non. Très bien, c'est noté. Je pense que vous allez avoir du monde. Ça risque. Surtout que si vous gagnez Top Chef, on va d'ailleurs en parler. Surtout si je gagne, mais on ne sait jamais. Dans tous les cas, j'espère que les gens m'en tiendront pas rigueur et viendront quand même au restaurant, s'il vous plaît. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Même si vous ne gagnez pas, il y aura du monde. On en parle. On va parler de cette finale, cher Jorik, dans l'interview du Buzz TV. Jorik Dorignac, vous êtes l'un des finalistes de Top Chef saison 15 qui va s'achever donc avec l'épisode de la finale ce mercredi sur M6. Alors vous avez préparé un menu déjà. Est-ce que c'est un menu auquel vous réfléchissez depuis longtemps, ce menu pour 100 convives et les chefs de l'émission? Alors pour être très honnête, pas du tout. Ah, vous partez pas avec l'idée quand vous démarrez Top Chef? Pas du tout, parce que Top Chef c'est quand même un sacré marathon. Ouais. Et je crois que l'erreur, c'est de peut-être voir la finalité trop rapidement. Et je crois qu'il faut prendre vraiment les épreuves après les épreuves, jour après jour, et se concentrer sur ce qui arrive devant soi. Et on commence à voir la ligne d'arrivée dans les 4 derniers, mais vraiment pas avant. Ah ouais. Et alors, comment votre aventure a-t-elle débuté? Parce qu'apparemment, la production vous demandait depuis 7 ans. Ouais. Est-ce que c'est vrai ça? Ouais. Alors pour le coup, ça fait quelques années qu'ils viennent, mais je ne suis pas le seul. On est plein dans ce cas-là, parce que forcément, la gastronomie reste quand même un métier relativement petit.
Pourquoi vous avez accepté du coup cette année? Cette année, j'ai accepté parce que déjà, je me sentais plus légitime à 30 ans. Et j'aime à dire que c'était un peu un point d'arrêt dans ma vie et dans ma carrière pour déjà me remettre en danger. Ça fait 6 ans que j'ai une étoile avec Guillaume et j'avais envie de remettre ça en danger, de voir où j'en étais, voir si j'avais pris les bonnes décisions, le bon chemin, me confronter à des gens de talent et voir si j'en étais capable. Parce que c'est compliqué quand qu'on a un peu la tête dans le guidon de voir où on en est et de faire un point d'arrêt. Donc ça m'a permis de faire une belle prise de recul. Vous n'auriez pas été si loin, vous pensez, si vous aviez accepté il y a 5-6 ans C'est sûr et certain que j'aurais pas été si loin. Ouais. Parce que j'ai senti, je crois qu'il y a un moment dans Top Chef où on se sent vraiment en pilote automatique. Ah oui. Et où je crois que là, c'est un peu l'expérience et le bagage qui fait qu'on a le potentiel pour aller jusqu'au bout. Et alors, vous êtes chef exécutif au Nezo à Paris, restaurant Guillaume Sanchez, qui est bordelais comme vous. Exactement. Vous partagez ce point commun et puis ancien participant de la saison 8 de Top Chef. Quel conseil il vous a donné avant de participer à l'aventure? Un petit tips, un truc? Alors, avec Guillaume, on est très très proches. On a passé ce rapport de chef employé ou de... Voilà. C'est votre boss en fait. Ouais, c'est mon boss, mais on l'a jamais trop matérialisé comme ça. Aujourd'hui, c'est plus un grand frère, un conseiller. Voilà, on a plus ce rapport-là d'extrême confiance l'un envers l'autre. En fait, il m'a pas donné de conseils parce qu'il n'a pas voulu que je vive Top Chef à travers lui et des années après. Ça a plus été, écoute, tu veux faire Top Chef, ok, tu y vas à 200%, je suis derrière toi. Par contre, tu montres qui tu es. Et il avait vraiment à cœur que je me travestisse pas ou que je sois vraiment la personne que je suis, parce qu'il m'a dit c'est ça qui va payer. Et c'est réussi selon vous là? Qu'est-ce qu'il vous a dit en regardant les épisodes? Ouais, mais moi-même je me le suis dit en fait. J'allais dans Top Chef, j'avais vraiment pas d'objectif et je crois que je me suis pas trahi. J'ai été moi-même, au risque parfois de pas plaire. Et parfois on se dit peut-être qu'il faudrait que je m'exprime un peu mieux, peut-être qu'il faudrait que je sois un peu plus comme ça, un peu plus sympa, un peu plus souriant. C'était moi. Donc j'ai pas menti et je crois que c'est en ça que j'ai pas de regrets. Vous vous êtes retrouvés. Ouais. Et alors au tout début de l'aventure, vous avez rejoint l'équipe Orange des coachs femmes, donc avec Stéphanie Lequelec, Dominique Crène et Hélène Darroze. Pourquoi vous l'avez préférée plutôt à Je dirais que pour 2 raisons. J'ai privilégié l'équipe Orange parce que déjà j'aime bien la nouveauté et j'ai un profond respect pour ces 2 nouvelles chefs, pour les autres aussi. Dominique Crène et Stéphanie Lequelec. Qui ont rejoint le concours cette année. Et je crois qu'après, il ne faut pas toujours mettre de mots ou d'explications, c'est une question de sensibilité. J'ai senti qu'il fallait que j'aille dans cette direction-là. C'est pas pour autant que je respecte pas la cuisine des 3 autres chefs et que je ne suis pas... ébloui par ce qu'ils font tous les jours, mais je me suis senti vraiment beaucoup plus proche de leurs émotions. Mais il y a un truc avec les chefs femmes, parce que quand Anne-Sophie Pic est venue dans le concours, là vous avez perdu tous vos moyens, Jorik. Vous vous souvenez de ce passage-là? Non, mais bien sûr. En fait, j'aime pas. Il y a un truc avec les femmes chefs. Alors, il y a un truc avec les femmes chefs, très certainement. Non, mais en fait, j'aime pas trop parler de ce sujet parce que de suite, ça veut dire qu'on apprécie les femmes pour leur douceur et les hommes pour leur brutalité. J'aime pas du tout avoir ce côté clivant, mais juste, parfois et souvent, j'aime cette sensibilité des femmes et je trouve aussi que ça pousse les hommes et dans la cuisine à être un peu plus bienveillants et comment dire, attentifs à ce qui se passe autour de soi. En tout cas, moi j'ai toujours aimé travailler avec des femmes. Je travaille encore avec des femmes aujourd'hui et je trouve que ça fait du bien. Donc voilà, je suis quelqu'un de très proche de sa maman et de sa sœur. Donc j'ai pas aucun problème à accepter cette sensibilité-là. Et alors, que vous a appris Stéphanie Lequelec qui vous a emmené en individuel jusqu'au bout, à part la cuisson du riz de veau? Alors, c'était drôle aussi ça dans la saison. Quand elle vient, elle retrousse les manches et elle vient vous aider à cuire le riz de veau. Non, alors je tiens à préciser quand même que je sais cuire un riz de veau. Hein. Je peux donner des tutos. Mais non, mais en fait, plus sérieusement, la chef Lequelec, ça a été sincèrement une des plus belles rencontres de ces 2 dernières années pour moi. Et ça l'est actuellement encore. En dehors de Top Chef, on s'appelle beaucoup, on se voit beaucoup. Vous êtes allé cuisiner récemment avec elle dans son restaurant La Seine, qui est doublement étoilé. Voilà. Et vous étiez avec Valentin Raffaelli. Exactement, on a fait un 6 mains au restaurant La Seine où quand même elle a pris le risque de faire intervenir 2 jeunes chefs dans son restaurant 2 étoiles. C'était une soirée spéciale en fait? C'était une journée spéciale, ça a été midi et soir. Et c'était un moyen de faire perdurer cette
cette amitié, ce lien qu'on a trouvé les uns envers les autres dans Top Chef. Et aujourd'hui, c'est une bonne conseillère, elle n'est pas avare de conseils. Vous pouvez l'appeler n'importe quand. Et je l'appelle n'importe quand, et on s'écrit très souvent, et on s'apprécie énormément. Donc voilà, c'est une réalité derrière la télé, mais c'est aussi une réalité après Top Chef et devant la télé, quoi. Ouais. Et alors, vous avez fait une saison remarquable, hein, franchement, Jory, parce qu'on a compté avec Mathilde, 6 de vos plats sont arrivés en première position, ou ont été retenus à la première place, qui est quand même, c'est une belle performance. Vous le sentiez, ça, ce côté favori, Ouais, alors c'est pas quelque chose avec lequel je suis à l'aise parce que favori pour moi ça veut tout et rien dire. Comme je dis, si Top Chef on le retourne 50 fois je gagnerai pas. Ouais. Il y a aussi de la 50 chance, fois je gagnerai. Et donc chaque épreuve en fait est très différente. Très différente. J'ai gagné ces 6 épreuves, j'aurais très bien pu les perdre. Alors oui, le favori. J'ai pu le comprendre parce que, en fait, juste, c'est mon âge qui a fait ça. J'ai eu la chance que Nezo et Guillaume Sanchez fassent rayonner un peu la cuisine en France. Et donc, forcément, quand j'avais une visibilité par rapport à certains. Mais on l'a vu plein de fois, j'ai été aussi en danger. Plein de fois, j'ai pu partir sur des épreuves face à des candidats qui avaient tout autant, voire plus de talent à ce moment-là que moi. Donc, sincèrement, le rapport favori... pas favori, pour moi, ça n'a pas trop de sens, quoi. Ouais. Et alors, comment vous avez vécu le tournage, cuisiner devant des caméras? Est-ce que ça change les choses? C'est plus compliqué? Pour moi, ça demande un travail intérieur qui est assez violent, parce que je suis quand même timide. Alors, ça se voit pas de manière naturelle, mais j'ai besoin de beaucoup me concentrer pour parler, et puis pour assimiler tout ça. Mais la réalité, c'est que Top Chef, c'est tellement une bulle dans laquelle on vit qu'on se rend vraiment pas compte que finalement il y a des caméras partout et que ça va être visionné des mois après. Donc au final on se détache très vite de ça et on est vite concentré sur sa cuisine. On oublie quoi. On en oublie tout le reste et très rapidement. Et la diffusion, vous regardez ou vous avez du mal à vous regarder parce que c'est pas toujours évident. Hein. Alors, je dirais que si j'étais tout seul, je le regarderais pas. Là aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des amis, une famille très fidèle qui m'oblige à regarder ça avec eux et qui en rigolent beaucoup. C'est beaucoup plus agréable de le regarder en rigolant et en étant un peu à la cool. Donc là, je le vis de manière plutôt sympa. Et puis la réalité, c'est que moi, je suis pas très réseaux sociaux, donc je m'intéresse pas trop à ce qui se passe. Mais la bienveillance des gens dans la rue est plutôt très agréable. Ah ben on va en parler, mais juste après, on voulait vous faire une petite série de questions sur vos souvenirs à Top Chef. Donc, questions rapides, réponses rapides. Votre meilleur souvenir du jeu, Jorik? Mon meilleur souvenir du jeu, je dirais la demi-finale avec mes 2 potes. On vous surnomme les 3 mousquetaires. Ouais, c'est un peu ça. On s'est souvent surnommé les 3 mousquetaires. Je sais pas si c'est par rapport aux moustaches ou par rapport aux 3 potes, mais j'imagine qu'il y a un peu des deux. Et alors, votre pire souvenir? Le pire souvenir, c'est au moment de mon entrée dans Top Chef, dans les cuisines de Top Chef, finir en épreuve éliminatoire avec mon pote Val, où je me dis, on a vraiment fait une émission et on se retrouve en épreuve éliminatoire, c'est pas possible, ça va pas le faire. Voilà, ça a été un ascenseur émotionnel, mais horrible. Et vous avez pleuré pendant ce Top Chef? J'ai plus pleuré dans Top Chef que dans ma vie entière, je pense. En fait, la réalité, c'est que je suis quelqu'un qui suis quand même très dans le contrôle et c'est la première fois de ma vie où j'ai accepté aussi de lâcher prise et d'accepter ses émotions et de les retranscrire. Et ça fait plutôt du bien, à vrai dire. Et est-ce qu'il y a un plat que vous avez réalisé dans Top Chef qui restera l'un de vos plats signature, Jorik? Alors jamais j'appellerais ça signature parce que je faisais pas la même cuisine hier et je ferai pas la même cuisine demain parce que je pense que je suis trop jeune pour dire que je suis un cuisinier affirmé avec une cuisine identitaire. Mais si je dois en retenir une qui était belle à vivre avec la chef Le Quellec, c'est l'épreuve avec David Munoz où je sers tout ça en tout liquide dans des sacs sous vide. Et ouais, c'est soit ça passe, soit ça casse, quoi. Et alors, est-ce que vous avez un regret? La guerre des restos, par exemple, où vous n'avez pas pu... Vous avez pas ouvert. Mais alors très sincèrement, j'ai un peu... c'est facile de dire ça parce que je suis aujourd'hui en finale et que mon parcours s'est plutôt bien passé. Donc non, j'ai pas de regrets, vraiment pas. Et même la guerre des restos, c'est-à-dire qu'on l'a fait de manière hyper intense. J'ai aucun regret avec Brian et avec Arnaud. Et puis finalement, peut-être que ça m'a servi à derrière développer autre chose et comprendre qu'il fallait être plus efficace. Enfin, je sais pas. Mon parcours a été comme ça.
et je n'aurais pas envie de le rejouer aujourd'hui. Ouais, et on apprend des échecs aussi. Clairement. Et qui mange vos plats de la guerre des restos? Je me suis toujours demandé, celui qui n'ouvre pas, qui mange? Et ben en fait, il faut savoir qu'il y a une énorme équipe de tournage derrière. Il y a quand même 150 ou 160 personnes qui œuvrent à faire cette magnifique émission, parce qu'on a tendance à parler des liens avec les chefs et des liens avec les candidats. Mais la réalité, c'est qu'on rencontre aussi beaucoup d'autres gens et beaucoup de métiers avec qui on s'entend très très bien, qui deviennent aussi parfois des amis. Et donc tous ces gens-là ont pu goûter un petit peu notre menu. Tant mieux, c'était pas juste perdu. Après. Non, c'était pas perdu. Bon, on va parler un peu de votre parcours. Déjà, comment cette passion pour la cuisine est née? Est-ce que vous avez un premier souvenir dans votre enfance d'un plat, peut-être une réunion de famille? Mais j'ai beaucoup de souvenirs en fait d'enfance et mes plus grands souvenirs d'enfance, c'est soit le sport et le jeu avec les copains, soit la cuisine. Moi, j'ai la chance d'avoir une famille hyper épicurienne, une grand-mère cuisinière, et j'ai grandi en fait. Moi, je sais que on se levait le matin, on sentait les odeurs de nourriture, et les premières questions qu'on se posait, c'était qu'est-ce qu'on va aller acheter au marché pour faire à manger ce midi et ce soir, quoi. Et on passait des longues heures à table, il y avait 4 desserts à table, et c'était constamment comme ça. C'était comme ça tous les week-ends, et c'est vrai que j'ai beaucoup de souvenirs, donc j'ai envie de dire que c'était un peu en moi, et après j'ai développé cette envie. Et alors, je vous cite, ma cuisine se construit autour de claques et de caresses, à mi-chemin entre modernité et gourmandise. Ça voulait dire quoi quand alors cette phrase a été beaucoup reprise et beaucoup détournée. Oui, parce que les claques et les caresses, bon, on les met pas forcément dans la cuisine. Oui, non, mais c'est vrai. En fait, ça a été un moyen avec Guillaume pendant ces 6 années d'exprimer que pour composer un menu en 10 temps, par exemple, on ne pouvait pas mettre que des claques aux gens et leur faire manger que des choses bizarres. Mais à la fois, ils viennent pour ça, et on ne pouvait pas leur faire manger que des plats réconfortants, parce que finalement, ils n'auraient pas trouvé cette forme de modernité dans notre restaurant. Donc je pense qu'il faut passer par des temps très forts, et des temps beaucoup plus faibles, rassurants, et des temps beaucoup plus... Enfin, et voilà, c'est ça vraiment... rejoint ce que vous nous avez dit pour la finale, en plus. Oui, c'est ça. C'est vraiment une balance de musique, en fait. C'est juste trouver un équilibre entre les aigus, les graves, etc., juste pour pas s'emmerder, quoi. Et alors, finalement, qu'est-ce que vous attendez de Top Chef? Qu'est-ce que vous recherchiez dans cette participation? Très sincèrement, rien. J'en ai rien. La confiance en soi, peut-être. Voilà, c'est ça, ce que j'allais dire. J'en attends pas de devenir quelqu'un de connu, reconnu ou quoi que ce soit, parce que aujourd'hui ma carrière se déroule très bien. C'est forcément un accélérateur, et on crache pas dans la soupe parce que c'est super. C'est un accélérateur personnel, professionnel de dingue. Mais la réalité, ce que ça m'apporte aujourd'hui, et ce que je suis capable de matérialiser, c'est la confiance en soi, c'est l'aisance, avec vous déjà, parce que cet exercice, 1 an auparavant, j'aurais eu beaucoup plus de mal à le faire. Donc ça m'a appris ça m'a appris à être un peu plus relax et à prendre du recul sur les choses. Et alors, comment vous vivez la notoriété depuis la diffusion? Ça doit changer quand même les choses dans la rue, Oui, après on décide que ça change quelque chose, si ça doit changer quelque chose. Moi, très sincèrement, je suis encore une fois très entouré, donc j'ai les pieds sur terre. Vous devez recevoir des milliers de demandes en mariage. Donc quand on a dit qu'on recevait de Jorik, oui, je reçois quelques messages. Tout le monde était dans tous ses états. Je reçois quelques messages, mais non, mais en vrai, ça reste vraiment que de la bienveillance, et j'ai rien reçu de négatif. Et je continue à prendre le métro, et les gens sont très sympas dans le métro, et je continue à marcher dans la rue, et les gens sont très sympas dans la rue. Et donc il n'y a aucun problème, et c'est que du positif, très sincèrement. Et vous êtes accompagné dans la vie, parce qu'on nous pose la question? Mais ça, je pense que ça n'intéresse pas vraiment les gens. Je peux vous dire si ça intéresse. Mais moi, ça m'intéresse pas de parler de ça, parce que je crois qu'il y a tellement de sujets à aborder avant celui-ci. Et justement, et sur la finale, alors admettons, mercredi, donc après-demain, vous l'emportez. Qu'est-ce que vous faites déjà de vos gains? Parce que le gagnant gagne une petite somme d'argent. C'est très dur de matérialiser une potentielle victoire et d'imaginer des gains sur son compte en banque. En tout cas, moi, j'ai pas fait Top Chef dans ce sens-là. Si victoire il doit y avoir, alors je réfléchirai à ce moment-là. Mais j'aime pas trop me projeter sur quelque chose que je vais peut-être pas avoir. Et alors ouvrir par exemple votre propre restaurant, c'est une hypothèse? Ça c'est plus qu'une hypothèse. Ouvrir mon restaurant, c'est une ambition de vie. Je pense que chaque cuisinier a envie un jour de s'exprimer à 200% en étant lui-même dans son établissement. Aujourd'hui, pour moi, c'est pas une finalité. J'ai que 30 ans. Oui, la maturité d'ouvrir un restaurant, mais j'ai encore le temps.
Donc vous restez chez Guillaume Sanchez pour le moment. Pour l'instant, je reste chez Guillaume. Des projets sont en cours. On réfléchit beaucoup, mais peut-être ouvrir une deuxième adresse, pourquoi pas. Et pourquoi pas. Et vous dirigerez. On ne sait pas. Je sais pas. On ne sait pas. Film et revenir et travailler dans la région bordelaise, votre région d'origine. Mais ça, c'est pareil. Je pense que c'est revenir dans ma région, ça serait une belle consécration un jour. Aujourd'hui, je suis très heureux à Paris. Je suis très heureux de diversifier mes activités, que ce soit en tant que chef, que consultant. Et donc, j'aimerais développer ce truc-là. Je suis très heureux de pouvoir avoir une étoile et de pouvoir travailler dans la gastronomie, mais je suis aussi très heureux de pouvoir travailler pour des menus de brasserie, de street food, parce que je trouve que c'est l'intensité qu'on y met qui est importante, plus que la catégorie de restaurants dans lesquels on travaille. Ouais. Et alors, vendredi, nous recevions à votre place Sylvie Tellier, qui est l'ancienne patronne des Miss France. Elle avait une question à vous poser, je vous propose de regarder et d'y répondre ensuite, évidemment. Bonjour Jorik. Alors, je raconte dans mon livre qu'il y a beaucoup de préjugés sur les Miss. Est-ce qu'il y a des préjugés sur les chefs ? J'imagine qu'il y a beaucoup de préjugés sur les chefs. Moi, je vais en citer qu'un, mais généralement, on a l'habitude de dire que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Je crois qu'il s'avère que c'est un peu vrai aussi en cuisine, c'est-à-dire qu'on mange très souvent hors des repas et souvent mal sur le pouce parce que on n'a pas le temps. McDo, des trucs un peu fast-food. Moins, mais c'est-à-dire que le soir, on grignote beaucoup, fromage, charcuterie, beaucoup de sandwichs. Moi, j'avoue que je suis un très gros amateur de sandwichs. Et ça fait partie de au moins un tiers de mon alimentation, si c'est pas pour les pas dire sandwichs. Plus. D'accord. Donc voilà. C'est facile pour vous faire plaisir, vous. Il y a quelques stéréotypes qui s'avèrent vrais et d'autres non. Bon, merci Jorik Dorignac d'être passé nous voir. Je rappelle qu'on vous retrouve mercredi en première partie de soirée sur M6 pour la grande finale de Top Chef au Palace, au Georges V à Paris. Et puis la saison 15 prendra fin. Donc on vous souhaite bonne chance. Vous reviendrez peut-être nous voir un jour. Merci Mathilde et le Buzz TV revient dès demain. Très bonne soirée et à demain. Au revoir.